Le gouvernement camerounais promet le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA en vue de l'apurement d'une partie de la dette due aux employés et aux retraités du Madjini. L'annonce a été faite par le ministre des Travaux publics. En conséquence, les grévistes suspendent momentanément leur mouvement, le temps d'apprécier l'implémentation des mesures annoncées par les pouvoirs publics. Dans l'actualité aussi, crise sociale à la Socadel, les agents des services techniques, montage et branchement électrique d'une société sous-traitante ont totalement cessé le travail. Ils réclament le paiement de près d'1 an de salaire impayé et en appellent à la plus haute autorité de l'État. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer en ouverture de ce journal. La première région de gendarmerie a mis en état de nuit un gang de présumés faux gendarmes spécialisés dans l'usurpation des titres et l'extorsion. Ces malfaiteurs ont sévi dans les marchés de la capitale Yaoundé, amassant plus de 8 millions de francs CFA à l'approche de la visite du pape Léon XIV. Le reportage est signé Rodi Gengassi et Gizogo. À défaut d'être des gendarmes, Aïrou Etundi, alias Vautour, 30 ans, et Tanto Kemonye, alias capitaine de la mafia, 33 ans, se passaient pour tel. Sur le terrain, en lieu et place des actes dignes des gendarmes, ce sont plutôt des plaintes qui s'accumulaient. On a été saisi par beaucoup de cas de dénonciation et de plaintes même, faisant état d'un certain groupe d'individus qui font le tour de la ville, travaillant au compte de la gendarmerie nationale et plus précisément de la première région et de la légion de gendarmerie. Il apparaît qu'ils ciblaient singulièrement certains marchés de la capitale et les commerçants y exerçant, desquels ils ont obtenu un butin conséquent. Le marché central, le marché Nkoleton, le marché Mokolo, la zone de Afanoyo, où pratiquement en 2 mois, nous avons recensé déjà plus de 15 victimes et avec plus de 8 millions de francs emportés. C'est à Afanoyo justement que leur perte est venue, avec à la clé leur interpellation, cette fois par les vrais gendarmes. Ils ont récupéré une somme de 800 000 francs à un individu, déclarant que ce dernier vendait les produits frelatés. Nous avons retrouvé les éléments en flagrant délit en uniforme de la gendarmerie, avec même encore le butin entre leurs mains. Un calvaire que les victimes racontent douloureusement. Ils nous ont fait monter dans le véhicule, nous amener chercher un point de retrait, retirer l'argent qu'il y avait dans mes téléphones, 900 000. Maintenant, nous laisser et nous donner 500 francs pour prendre la moto pour rentrer dans la boutique. Ils sortent des cadres comme ça qui sont des gendarmes. Nous, on veut identifier, ils empochent. Ils font des tours. Ils n'ont pas seulement fait un seul tour. Ils viennent nous empocher d'argent chaque fois, là où nous, on exerce à Batalon Cap. Les 2 compères qui s'étaient montrés particulièrement actifs avant la visite du pape Léon XIV au Cameroun vont devoir s'expliquer avec le commissaire du gouvernement sur leur vraie profession. Dans la ville de Douala, une querelle foncière, les populations du quartier lundi ne décollectent pas à la suite d'une décision de justice rendue par le tribunal administratif du littoral en leur faveur. Ces populations se disent harcelées par des personnes ayant pourtant été déboutées par la justice et qui continuent de menacer pour faire main basse sur les terres où sont érigées leurs propriétés. Alors ce jeudi était prévue une réunion entre les parties et le préfet du Vori, mais elle n'a pas eu lieu. La chefferie du quartier dit toute son incompréhension face à ce piétinement manifeste des décisions de justice. Écoutons quelques réactions dans cet extrait. Depuis 10 heures que nous attendons les autorités administratives, jusqu'à l'heure, rien n'a été fait. Nous aimerons que, compte tenu du droit, que le droit fasse son travail. Les procédures concernant ce titre foncier sont devant le tribunal administratif du littoral. L'administration ne peut pas venir mener des investigations à la place du juge.
Le juge administratif est saisi et il est de bon ton que le temps lui soit donné pour qu'il rende sa décision sur les recours dont il a été saisi. Et nous y reviendrons amplement lors de nos prochaines éditions d'information. À l'ouest du pays, crise sociale à la Socadel, les agents de services techniques, montage et branchement électrique d'une société sous-traitante ont totalement bloqué le travail, ou alors cessé le travail, pardon. Ils réclament le paiement de près d'un an de salaire impayé et on appelle à la plus haute autorité de l'État. Un reportage est signé Robert Kenyé et le Clé Sakem. C'est un véritable blocus à la société Europe Afrique, direction ouest-nord-ouest. Nous voulons juste que la justice soit faite. Payez-nous, payez-nous. Les employés des services techniques, montage et branchement ont pris les choses en main. Ils ont érigé des pancartes à l'entrée revendiquant 11 mois de salaire impayés. Nous sommes à plus de 11 mois de salaire impayé. Non-cotisation à la CNPS et pas d'assurance maladie. Des négociations, des promesses aussi, mais jusqu'à date, rien de concret. Le silence de la direction a fini par faire déborder le vase. Après plusieurs négociations et documents administratifs conformes déposés à l'inspection du travail de l'Ouest, dont l'ambassade de réception. Ensuite, nous avons fait la même copie chez le délégué régional de la Socadel. Nous sommes allés au niveau du service du gouverneur pour solliciter la solution à notre problème. Ça, c'était précisément en mars. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu pas de solution à notre problème. Derrière cette grève, ce sont des drames humains, des familles disloquées, des foyers devenus ingérables, des pères et des mères humiliés, incapables de faire face aux charges. Le bienfait des enfants. L'enfant, il sort le matin, il sait que son papa est parti au travail. Il rentre, pendant que tu vas nous garder un bout de pain, tu rentres toujours bras ballants. Il demande, papa, mais avant tu rentres avec quelque chose, pourquoi tu rentres toujours bras ballants? Ma femme est même divorcée, je ne sais pas si c'est le divorce ou pas, parce qu'elle ne parvient plus à rationner à la maison. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même à la maison, pour manger, c'est catastrophique. Le bail même, il faut sortir à 5 h chaque matin pour le fuir, parce qu'il n'y a même pas l'argent pour payer le loyer. Donc, à l'heure actuelle, même la famille est déchirée. Chacun est de son côté, la dame est de son côté, je suis de mon côté, parce que ça ne donne pas. Une jeunesse broyée par la précarité qui sollicite de l'aide. Papa Paul Biya, vraiment, pardon, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Les enfants souffrent au Cameroun. Ce mouvement de grève serait l'une des toutes premières patates chaudes sur la table du nouveau DG de la Socadel. 11 mois sans salaire, 11 mois de dignité piétinée. Toujours à l'ouest du pays, alors que les collectivités territoriales décentralisées dénoncent la centralisation des ressources financières à travers la loi sur la fiscalité locale, les responsables du fisc justifient plutôt cette approche par le souhait de mieux mobiliser les recettes destinées aux communes. Et les zones d'ombre autour des réformes de la loi sur la fiscalité locale ont été levées lors d'une rencontre à Bafoussam entre les différentes sectorielles. Le compte rendu avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Lui qui va être injecté a peur de l'injection, mais l'injection lui fait un très grand bien. Il retrouve la santé. Ils seront bien. Une parabole du chef du Centre régional des impôts de l'Ouest en réponse aux appréhensions des magistrats municipaux au sujet de la loi sur la fiscalité locale, dont les réformes circonscrivent entre autres le rôle des maires à déceler dans leur commune les nouvelles sources de recettes. Où nous attendons les maires, ce n'est pas de gérer les centimes additionnels communaux et les subventions de l'État. Nous les attendons dans la création de richesses locales, la création de richesses communales. Et l'État offre ses services pour les aider à collecter la masse critique d'argent qu'il leur faut pour impulser les projets du développement local. La centralisation des recettes collectées, considérée par les maires comme une entrave à la mise en œuvre effective de la décentralisation, contribue plutôt, selon les responsables du fisc, à renforcer l'autonomie financière des communes. Contrairement à ce qui est pensé, la réforme ne bouscule pas la décentralisation, elle ne limite pas l'autonomie financière des communes. La réforme est pensée pour renforcer cette autonomie financière et améliorer la décentralisation. Avec 404 milliards collectés en 2024 pour la fiscalité locale, 665 milliards de francs CFA en 2025, le ministère des Finances souhaite, grâce à l'appropriation de cette réforme par tous les acteurs, faire mieux en 2026. La réussite de cette réforme repose sur une communication fluide. Le passage d'une fiscalité complexe à un modèle peu accessible.
demande une coordination étroite entre les services fiscaux et l'administration locale. La responsabilité partagée, la mobilisation de ressources locales demeure un levier de souveraineté. Nous avons suivi les exposés et il est question d'aller les appliquer et surtout de s'inspirer des sectoriels que sont les centres de fiscalité locale afin de mieux les implémenter. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça permet à chaque commune de connaître ses sources de recettes et de pouvoir les centraliser et de ne compter que d'abord que sur ces recettes. Les rôles que cette réforme de la loi sur la fiscalité locale attribue à chaque acteur ont été explicités au cours d'un séminaire organisé à Bafoussam. Parlons à présent de la crise au parc national du matériel de génie civil. Le gouvernement promet le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA en vue de l'apurement d'une partie de la dette due aux employés et aux retraités. À l'issue de la rencontre des concertations organisées hier à Yaoundé, le ministre des Travaux publics annonce l'acquisition de nouveaux équipements afin de renforcer les capacités d'intervention du Madjeni. En conséquence, les grévistes suspendent leur mouvement, mais momentanément, le temps d'apprécier l'implémentation des mesures annoncées par les pouvoirs publics. Rodrigue Gassi et Aïk Cyril. Sous cet abri de fortune, le ludo est devenu leur passe-temps, alors qu'ils se débrouillent comme ils peuvent pour se nourrir. Après plusieurs mois, voire plusieurs années de revendications, les employés du Parc national du matériel de génie civil, Madjeni, suspendent leur grève. Nous allons suspendre la grève. Nous n'allons pas la lever, mais nous allons la suspendre. Nous avons demandé au personnel, à nos camarades délégués, de reprendre le travail. La grève n'est pas levée. Elle est simplement suspendue momentanément. Le temps pour les grévistes de jauger l'implémentation des mesures annoncées par le gouvernement afin de restaurer la paix sociale et redresser le Madjeni. Le MINTP nous a précisé qu'un quart de notre capital nous sera reversé, soit 2,5 milliards de francs CFA d'ici peu. Et qu'un déblocage de 658 millions seront aussi débloqués pour pouvoir apurer les dettes du Madjeni. 70% seront alloués pour payer le personnel. Quand je dis personnel, le personnel en activité et le personnel retraité. Et 30% seront reversés pour le relancement des travaux au Madjeni. La concertation était présidée par le ministre des Travaux publics. À ses côtés, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le secrétaire général du ministère des Finances. Au-delà des salaires et pensions retraite à payer, le MINTP annonce également l'acquisition de nouveaux équipements, les anciens étant vétustes et abandonnés dans la broussaille. Mais ces annonces et bien d'autres, selon-elles traduites dans les faits, les grévistes se donnent le temps de voir. Nous verrons, nous observerons les mesures prises depuis hier. Nous avons, disons, quelques semaines ou bien quelques mois pour observer que ces mesures soient prises concrètement. Près de 230 employés du Parc national du matériel de génie civil revendiquent pour certains jusqu'à 40 mois d'arriérés de salaire, alors qu'environ 123 retraités attendent depuis plusieurs mois de percevoir leur pension. Longtemps sous le feu des critiques depuis quelques années du fait d'un certain nombre de défaillances, l'aéroport international de Douala entame les travaux d'extension des chaussées aéronautiques et la rénovation de l'aérogare passager à l'effet d'épouser les standards internationaux et d'accroître ses performances. Le chantier de modernisation qui s'étend sur 12 mois est conjointement financé par la Société des aéroports du Cameroun et l'Agence française de développement. Le point avec Jires Youpar et Kevin Thiogo. Principale porte d'entrée du Cameroun, l'aéroport international de Douala qui a essuyé ces dernières années de vives critiques dues à un certain nombre de défaillances logistiques est désormais résolument tourné vers un vaste chantier de modernisation durable de ses infrastructures, question de s'arrimer aux standards internationaux contemporains. C'est tout le sens donné au projet de rénovation de l'aérogare passager de cette plateforme portuaire. Effectivement, le RAP-Aid a déjà commencé sur le terrain. Très probablement, à la fin de cette année, ça va commencer aussi à bouger au niveau de l'aérogare. Pour qu'à l'horizon 36 mois,
que vous ayez cet aéroport relooké que toutes les populations du Cameroun et même au niveau international attendent. Financé sur fonds propres par les ADC et avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement, le chantier se décline en 3 lots principaux. Donc un projet de 15 milliards de francs CFA. L'État à hauteur d'une vingtaine de milliards. ADC en cash dans les 36 milliards. Et le prêt auprès de AFD autour de 38 milliards, donc près de 40%. Le lot 1, c'est l'extension des chaussées aéronautiques. Et ce lot 1 a déjà été attribué à l'entreprise tchèque. Le lot 2, c'est la modernisation et l'extension de l'aérogare passager. Donc les principales extensions portent sur l'agrandissement de la salle d'enregistrement côté ouest, ainsi que la partie PAF et PIF. Sur le terminal côté est, l'extension porte sur la salle de livraison des bagages. Quand on poursuit le parcours des passagers, l'extension est réalisée au niveau d'une nouvelle salle d'embarquement, d'attente pour l'embarquement. La proposition pour le traitement de la façade principale qui se trouve côté nord. La visite du chantier d'extension des chaussées par le président du conseil d'administration des ADC, accompagné de son partenaire technique et financier, l'AFD, a été précédée par la présentation de l'avant-projet détaillé définitif qui se veut une boussole pour la suite des travaux à mener. En novembre 2025, nous avons présenté le premier film qui était la caricature de ce projet. L'APD Pro, que j'appellerai APD définitif, qui finalise le projet et que la prochaine étape, ce doit être la consultation, vient donc aujourd'hui clore la maturité du projet. L'une des complexités du projet, les travaux sont menés pendant que l'aéroport reste en exploitation. Des précautions particulières sont dès lors requises sur le plan de la sécurité et bien plus. Parlons à présent de la réduction à 50% de l'exonération des frais de scolarité pour les personnes handicapées, assorties des nouvelles exigences administratives qui suscitent des vives inquiétudes. Les défenseurs de leurs droits redoutent une déscolarisation des enfants handicapés ainsi que des enfants nés des parents handicapés. Ils appellent les pouvoirs publics à revoir ces mesures afin de préserver leurs droits à l'éducation. Thierry Romanos et Pascal Tanquet. Grandir avec un handicap au Cameroun, c'est déjà affronter le regard des autres, des difficultés d'insertion sociale et un accès parfois limité à l'éducation. Pour les enfants handicapés et les enfants de parents handicapés, une nouvelle inquiétude s'ajoute désormais. En cause, les nouvelles modalités d'application de la loi de finances 2026. Désormais, l'exonération des frais de scolarité est ramenée à 50% pour des parents handicapés éligibles, avec l'obligation de produire plusieurs pièces administratives. Des défenseurs des droits des personnes handicapées redoutent que cette nouvelle exigence n'accentue la déscolarisation des enfants handicapés et des enfants nés de parents handicapés. La lettre circulaire de Madame le ministère des Affaires sociales est en train d'introduire parmi les pièces l'attestation de conformité fiscale et le numéro d'identifiant unique, ce qui n'est pas évident pour la personne handicapée lambda qui se trouve dans un quelconque village de pouvoir obtenir ce document. Et du coup, nous sommes en train de voir se dessiner à l'horizon la déscolarisation des enfants handicapés ou nés de parents handicapés dans notre pays. Au-delà du coût de la scolarité, plusieurs familles peinent déjà à réunir les documents exigés ou à accomplir les démarches administratives. Beaucoup ne savent même pas où se trouve le centre des impôts, où il fallait sortir ces documents. Et même dans ces services, les bureaux qui délivrent ces attestations-là sont à l'étage. La personne handicapée qui est sur fauteuil roulant, c'est une grosse difficulté. Quand on y associe ça, les frais qu'on nous demande à l'établissement, finalement, la scolarisation des personnes handicapées, les enfants des parents handicapés n'est plus gratuite. Si rien n'est fait, vraiment beaucoup d'enfants n'iront pas à l'école. Face à ces difficultés, ces organisations demandent un allègement des mesures et un meilleur accompagnement des familles. Ce que nous sommes en train de prôner, qu'on puisse avoir des mesures d'assouplissement, ne serait-ce que
pour l'éducation des personnes handicapées. Je ne dis pas qu'on demande aux personnes handicapées de ne pas avoir leur attestation de conformité fiscale. Si quelqu'un est un homme d'affaires, ainsi de suite, il doit l'avoir. Mais pour la personne handicapée lambda, qui est dans un quartier et qui mange à peine, nous avons les larmes aux yeux pour demander aux autorités de pouvoir surseoir à cette décision et de laisser les personnes handicapées fréquenter. Pour ces acteurs, préserver l'accès à l'école des enfants handicapés et des enfants nés de parents handicapés est une urgence. D'autant qu'au Cameroun, les structures et dispositifs d'éducation adaptés aux personnes vivant avec un handicap restent peu nombreux et difficilement accessibles. Dans la page santé, lutte contre le choléra au Cameroun, des spécialistes préconisent l'utilisation du chlore plus pour la potabilisation de l'eau destinée à la consommation. Alors que la maladie commence à faire des ravages, un centre de chloration d'eau a été inauguré hier mercredi à Yaoundé en présence de nos reporters Rodingassi et Aïk Cyril. Alors que le choléra refait surface au Cameroun et que les chiffres sont de plus en plus alarmants, le pays se dote d'une unité locale de production de solutions de chloration d'eau afin de rendre efficace la lutte contre la maladie. Nous connaissons bien quels sont les problèmes d'eau potable que nous connaissons, que nous rencontrons. Avec ce phénomène de changement climatique, avec les inondations, on sait, après les inondations, lorsque les eaux sont parties, on sait quels sont les risques de maladies hydriques. L'une des solutions les plus simples, c'est de potabiliser cette eau avec du chlore. Maladie diarrhéique, le choléra est provoqué par la consommation d'aliments ou d'eau souillée. Mais selon des spécialistes, le chlore plus élimine jusqu'à 99% des bactéries. Alors que le centre de chloration d'eau est inauguré à Yaoundé, le mode d'emploi du chlore plus est également expliqué. Le processus, il est simple. Pour la potabilisation de 10 litres d'eau, il suffit juste de prélever 2 millilitres qu'on va introduire dans 10 litres d'eau et on va attendre 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, on peut consommer l'eau sans risque pour la santé. L'unité locale de production de solutions de chloration d'eau est un don de Médecins sans frontières à la Croix-Rouge camerounaise. Mais si la capitale à elle seule, c'est près de 4 millions de ménages, qu'en est-il du reste du pays ? Oui, 4 millions de ménages à Yaoundé, on sait que c'est beaucoup, mais je pense que c'est notre point de départ. La première phase, c'est de produire pour les ménages lumière. Après cela, on va produire pour toute la population. On est dans la phase pilote, on n'a pas déterminé le coût. Mais dans tous les cas, ça va être un coût très modéré parce que c'est un produit qui est là pour soulager les ménages. Ça ne va pas être un produit commercial. Selon des chiffres, près de 166 cas suivis de 10 décès des suites de choléra ont d'ores et déjà été enregistrés dans la région de l'extrême nord notamment. C'est dire si la maladie, en un temps record, fait des ravages. Accéder rapidement à un crédit sans longue démarche ni garantie complexe, c'est le pari de Mobile Money Corporation. L'entreprise lance une nouvelle gamme de solutions de microcrédits accessibles directement via le compte Momo, avec l'ambition de faciliter le quotidien de ses clients face aux imprévus. Apprécions l'initiative dans ce public reportage. Momo is good. All is good with Momo. Au Cameroun, obtenir un crédit est souvent difficile. Entre les démarches administratives et les garanties exigées, de nombreux particuliers et professionnels peinent à financer un besoin urgent. Pour répondre à cette réalité, Mobile Money Corporation lance une nouvelle gamme de solutions de microcrédit avec un message clair. Quand l'argent finit, Momo te gère. Aujourd'hui, nous avons lancé cette campagne Momo te gère pour pouvoir rappeler aux Camerounais que nous nous tenons à la disposition des Camerounais pour les moments difficiles, lorsque les fins du mois sont un peu tendues et que la trésorerie n'est pas forcément là. Nous avons la possibilité d'accompagner également les consommateurs pour toujours plus d'inclusion financière. Les clients éligibles peuvent obtenir jusqu'à 100 000 francs CFA en composant le étoile 126 étoile 6 dièse ou via la New Momo App.
La souscription est gratuite et les fonds sont disponibles instantanément. Comment cela se passe? Vous avez 0 francs sur votre compte Momo. En fonction de vos habitudes de consommation, Momo vous permet d'avoir des avances de paiement, d'avoir un microcrédit à la consommation. Et cela est valable non seulement pour les particuliers, mais même pour les distributeurs qui peuvent se trouver à un moment donné à court de fonds et faire appel à Mobile Money par le étoile 126 étoile 6 dièse, avoir des fonds qui leur permettront de servir d'autres clients. Cela est également valable même pour des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des patrons, des chefs d'entreprise. Ces solutions permettent notamment d'effectuer des paiements, des transferts d'argent, des retraits, de régler des factures ou encore d'acheter du crédit téléphonique et des forfaits Internet. Mobile Money Lending Marketplace today provides an opportunity for our customers to be able to do other mobile money services as opposed to simply cash in, cash out. An opportunity to be able to borrow money. C'est juste moi et mon téléphone. Comme un ami, un partenaire, je suis devant la caisse, je suis coincé, mon charisme ne descend pas parce que Momo me gère. Et en termes de modalités, il y a des prêts qui sont remboursés automatiquement. Ce sont les avances qui vous aident à compléter vos transactions, les paiements, les transferts. Et il y a aussi des prêts pour lesquels je peux faire un retrait devant un callboxer ou un point de vente. Et pour ces prêts-là, je décide du moment auquel je vais rembourser. Nous prélevons chaque jour un taux d'intérêt de 0,5% pour le Momo Help, qui est un service d'avance, et nous nous arrêtons à 15%. Ces offres illustrent la volonté de Mobile Money Corporation de renforcer l'inclusion financière et d'accompagner ses clients. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que les difficultés ne vont pas s'arrêter, les imprévus ne vont pas s'arrêter et Momo est là pour gérer. Momo nous gère. Que ce soit une urgence médicale, un imprévu familial, un fin de mois compliqué à gérer, Momo est là. Avec cette nouvelle campagne, quand l'argent finit, Momo te gère, Mobile Money Corporation réaffirme son ambition, proposer des solutions simples, rapides et accessibles pour permettre à chacun de poursuivre ses activités, même en cas d'imprévu. La ville de Douala a accueilli ce 9 juillet 2026 le lancement officiel de la phase pilote de la prophylaxie pré-exposition injectable à base de cabotegravir PrEP à longue durée d'action, présidée par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Administrée 2 fois par an, cette nouvelle option de prévention du VIH-Sida vient renforcer la prévention combinée et améliorer l'observance chez les personnes les plus exposées. Les détails dans ce reportage de Lionel Kamkoum et Claude Yessia. Malgré les avancées significatives enregistrées par le Cameroun dans la riposte contre le VIH, près de 21 000 nouvelles infections sont encore recensées chaque année. La prévalence nationale du VIH chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est estimée à 2,6%, indiquant ainsi une baisse comparée à 3,4% observée entre 2017 et 2018. La prévalence est plus élevée chez les femmes, soit 3,6% par rapport aux hommes qui sont à 1,6%. C'est dans cette optique que la phase pilote de la prophylaxie pré-exposition injectable à base de cabotegravir à longue durée d'action vient d'être lancée dans la ville de Douala. La recommandation donc de l'OMS est sur l'utilisation du cabotegravir marque un pas décisif vers l'élargissement et la diversification vers les moyens et de prévention du VIH. Selon les autorités, cette méthode ne remplace pas les autres moyens de prévention. Elle vient plutôt les compléter afin de renforcer la lutte contre cette pathologie. La PrEP injectable à administrer 2 fois par an constitue une alternative très efficace et à longue durée d'action par rapport aux comprimés oraux à prise quotidienne et aux autres produits à courte durée d'action. La phase pilote sera déployée dans les zones où la transmission du VIH demeure la plus préoccupante. Il sera donc question de mettre l'accent
chez les populations clés et les transgenres et les autres couches sociales vulnérables. Avec une optimisation dans la ville de Douala et son extension dans les autres villes ou métropoles du Cameroun. À travers ce lancement, les autorités estiment que le Cameroun consolide la mise en œuvre de son plan stratégique national de lutte contre le sida 2024-2030 et confirme son ambition d'éliminer le VIH comme problème de santé publique à l'horizon 2030. Innovation, créativité et entrepreneuriat. 4 jeunes Camerounais ont convaincu le jury de la finale nationale du Poésam 2026 en se démarquant parmi les 578 candidatures. Une victoire qui leur ouvre les portes de la compétition internationale où ils représenteront le Cameroun face aux meilleurs entrepreneurs d'Afrique et du Moyen-Orient. Regardons dans ce public reportage. Ils sont les grands vainqueurs de la finale nationale du Poésam 2026, le prix orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Ces 4 jeunes entrepreneurs camerounais ont réussi à se démarquer parmi 578 candidatures au terme d'une compétition consacrée à l'innovation et à l'entrepreneuriat. My project is called IntelliBra. It's a bra-like device that combines 2 technologies, that is ultrasound and thermal imaging, to detect breast cancer using artificial intelligence. So we found out that there are so many women who don't even know about the existence of this disease, and those who know about it are unable to pay 35,000 or 40,000 francs for mammogram scans. So we decided to create a solution that is not only cheaper, but it's fast to perform your scan, and it's accessible to everybody, be it in the urban or in the rural regions. Pour ces lauréats, cette victoire est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. J'ai remporté le 2e prix à cette compétition, c'est une joie. Et je dis merci encore à Orange, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Entre joie, émotion et fierté, ils voient dans cette distinction une véritable opportunité d'accélérer le développement de leur projet. Donc ce prix sera utilisé pour monter plus sur le projet et pour nos futurs clients. Cette année, les récompenses ont été revues à la hausse. Les 4 gagnants bénéficient d'un soutien financier renforcé destiné à accompagner la croissance de leurs entreprises. Contrairement à l'ancienne édition, par exemple, pour le candidat, le premier prix était de 2 millions de francs CFA. Cette fois-ci, le premier prix est de 10 millions de francs CFA. Nous sommes passés d'une petite cagnotte à une cagnotte de 24 millions et vraiment, c'est vraiment un grand pas vers l'avant. C'est un signe qui montre que toutes les entreprises camerounaises aujourd'hui sont citoyennes. Elles veulent accompagner les jeunes Camerounais qui osent, ces jeunes Camerounais qui sont audacieux, qui veulent changer les choses. Nous sommes là, Orange est là, BGFI est là, AFG Bank est là et Dachaco Holdings aussi est là. Mais le Poésam va bien au-delà des dotations financières. Le concours offre aux jeunes innovateurs les outils nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises solides, créatrices de valeur et d'emplois. C'est le début d'une grande aventure pour eux, d'une grosse opportunité. Il faut profiter de cette opportunité pour aller beaucoup plus loin. Grâce à cette victoire, les 4 lauréats présenteront désormais le Cameroun lors de la finale internationale du Poésam, où ils défendront leurs projets face aux meilleurs entrepreneurs de plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Notre directeur général vous a bien dit que le premier lot que ces candidats ont gagné, c'est un accompagnement de 8 mois avec Orange Digital Center. Donc il est question pour nous de continuer de les former, de continuer de les outiller pour qu'ils puissent aller nous représenter à l'international. Donc c'est un accompagnement continu. Depuis son lancement, le concours a déjà permis à 4 start-up camerounaises de remporter la finale internationale. Un résultat qui confirme la capacité de l'innovation camerounaise à s'imposer sur la scène continentale et fait du Poésam un véritable tremplin pour les jeunes entrepreneurs. Et voilà qui met un thème à ce grand format de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox soit avec Donald Brice-Kamgang et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Donald. Bonsoir Ulrich. L'État du Cameroun prépare la rénovation de l'aéroport international de Douala. Effectivement, le chantier de modernisation qui s'étend sur 12 mois et à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA est conjointement financé par
la Société des aéroports du Cameroun et l'Agence française de développement Donald. Merci, et c'est l'essentiel du débrief. En deuxième partie, avec nos invités en studio, nous avons Maître Achille Dio du Social Democratic Front, Maître Serge Simon Kakak, avocat au barreau du Cameroun, professeur Laurent Assipolo, enseignant des universités au Cameroun, et Valentin Dior du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Valentin Dior, c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs et les passagers de cette l'une des principales plateformes aéroportuaires du Cameroun. Oui, tout naturellement, c'est une bonne nouvelle, vu que l'aéroport est justement cette plateforme-là qui est une vitrine de notre pays. Quand on passe par les airs, quand on entre dans notre pays par les airs. Donc, je pense qu'il était temps, parce que beaucoup d'entre nous, les compatriotes, décriaient déjà l'état de cet aéroport qui ne reflétait plus véritablement le visage et la qualité des services qui y sont rendus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous espérons que ces travaux ne prendront pas beaucoup de temps. Professeur Laurent Assipolo, l'aéroport international de Douala, c'est l'un des principaux aéroports du Cameroun, avec l'aéroport de Yaoundé-Simalène. C'était un aéroport qui a pris de l'âge, on l'a dit, et l'État du Cameroun va donc, avec l'Agence française de développement, investir 95 milliards pour cette rénovation. Est-ce que vous comprenez certains économistes qui estiment que c'est beaucoup? Écoutez, ils ont certainement leur raison. Sur les documents que j'ai vus circuler, le Cameroun a choisi l'option d'un prêt souverain. Donc l'AFD apporte 38,5 milliards de dollars. La contribution de l'État... 38 milliards de francs. Voilà, de francs, oui, de francs CFA. 38 milliards de francs CFA, voilà, de prêt de l'AFD. Voilà. Dans l'État du Cameroun, c'est à travers des impôts de 20 milliards, et puis le reste est supporté, n'est-ce pas, par les fonds propres aux aéroports du Cameroun. 36 milliards. Voilà. Donc, on a également appris que les rénovations vont porter sur l'aérogare. Oui, il faut améliorer le confort des passagers. Le précédent orateur l'a dit. Ceux qui sont passés par là ces derniers temps se demandaient bien si on avait affaire à un aéroport ou si on ne se retrouvait pas dans l'un de nos marchés populaires. L'autre axe de rénovation porte, n'est-ce pas, sur la piste, oui. On en parlait aussi. J'aurais aimé peut-être que la rénovation aille beaucoup plus loin pour ceux qui sont habitués à aller au fret. On connaît dans quel état est-ce que la voie se trouve, tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc c'est une bonne chose que l'État du Cameroun ait enfin pensé à le faire, mais on aurait aimé mieux que l'on réfléchisse pour faire de cet aéroport un grand hub, vu le positionnement de la ville de Douala en Afrique centrale, importante porte d'entrée. Et donc, on aurait pu améliorer les recettes en pensant au transit des passagers, parce que on a des grands aéroports aujourd'hui dans le monde qui font gagner beaucoup de l'argent aux États, pas uniquement à cause des flux de leurs passagers propres, mais à cause des flux de transit. Ça aurait pu être le cas pour Douala, c'est le cas pour le projet que Ethiopian Airways lance en Éthiopie. C'est également la vision que le Sénégal a à travers la rénovation de l'aéroport Blaise Diagne. Donc c'est une bonne chose, mais nous estimons que l'État pourrait penser beaucoup plus grand. Les économistes qui pensent que le coût est élevé, d'autres estiment que c'est raisonnable, surtout la formule choisie cette fois-ci par l'État du Cameroun. Non, peut-être on a pu enfin trouver un bon arrangement pour permettre que ces travaux-là se fassent sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, trop de saignées financières. Maître Achille Dio, le trafic aérien au Cameroun en 2025, c'est à peu près 1,8 million de personnes, une légère hausse. Est-ce qu'avec cette rénovation, vous espérez une amélioration du trafic, du volume du trafic? Si c'est 43 ans après un règne sans partage qu'on pense qu'il faut réaménager un aéroport qui date de 1977, c'est-à-dire pratiquement 5 ans avant la prise, ou 6 ans, 7 ans avant que ce gouvernement ne prenne les rênes, tant mieux. Ce qui m'étonne, c'est que
le gouvernement du RDPC prend tout ce que nous disons comme étant de la mauvaise foi. Je suis surpris que sur ce plateau, M. Valentin Ndiaye dise que les compatriotes se plaignaient déjà de l'État. C'est ce que j'ai dit. Justement. Vous avez dit? Non. Vous l'avez dit? Cite-moi. Ne me paraphrase pas. Je dis, vous l'avez dit. Alors, lorsque nous autres dénoncions l'état de l'aéroport international de Douala, qu'on nous traitait de mauvaise foi. On disait non, vous êtes de mauvaise foi, ça accueille quand même un nombre acceptable de passagers, qu'aujourd'hui on se rend compte que non, c'était en déphasage avec les normes internationales actuelles, il faut se rapprocher de celles-ci, il faut un minimum de confort pour les passagers, il faut revoir les conditions de transit, de passage au niveau de l'aérogare, il faut. Si aujourd'hui on a compris que non, ce n'était pas des mauvaises sirènes que nous étions à l'époque lorsqu'on lançait, n'est-ce pas, ce cri d'alerte, c'est une bonne chose. Mais nous disons une fois de plus que on espère que ce ne sera pas encore un autre, comment vous avez appelé ça, cheval blanc, c'est ça? Éléphant blanc, merci. Nous espérons que ce n'est pas le lieu des rétrocommissions. Lorsque les économistes disent, sur la base des analyses qu'ils ont faites, le coût serait légèrement plus élevé relativement à ce qui se passe dans la sous-région, ben, ils ont leurs raisons. Mais nous estimons que connaissant la gestion catastrophique des projets publics dans notre pays par le gouvernement RDPC, on risquerait d'arriver à un état où, à un niveau où on va nous dire les travaux sont en arrêt, faute de financement, faute de disponibilité de financement. Vous savez ce qui s'est passé avec les infrastructures sportives au Cameroun à un moment donné pour la CAN. On nous a dit l'argent était disponible. Après, l'exécutant nous dit non, nous n'avons pas d'argent, on n'a pas payé les décomptes, il faut arrêter, ainsi de suite. On espère qu'ils vont, les ADC bien sûr, vont mener les travaux jusqu'à leur terme. On espère qu'on ne va pas comprendre les bruits des rétrocommissions. On espère que les exécutants ne vont pas arrêter les travaux en cours de route. Dans tous les cas, nous observons. Et lorsqu'il y aura matière à dire, nous allons redire. Maître Simon Serge Kaka. Mais j'avoue que moi, je suis un peu choqué. Hein. Je le dis très honnêtement. Parce qu'en fait, nous qui avons l'habitude de voyager dans la sous-région, on sait qu'en termes de potentiel, l'aéroport international de Douala devrait être le meilleur aéroport. Au regard de la position ultra stratégique, la position géographique ultra stratégique du Cameroun en Afrique centrale. Mais malheureusement, à l'observation, Douala est nettement derrière Maya Maya, le grand aéroport du Congo-Brazza. Douala est derrière l'aéroport de Malabo en termes de commodité infrastructurelle. Bon, et puis, la deuxième chose qui me choque, c'est que les aéroports du Cameroun, beaucoup de gens ne le savent pas, a été créé en 1993. 1993. Ça fait 33 ans aujourd'hui. Je crois, un an après, il y a une concession, un contrat de concession a été signé entre le gouvernement, l'État du Cameroun et les ADC, avec pour 5 principales missions. Beaucoup de gens savent ça. Les 5 principales missions des ADC, première mission, modernisation des infrastructures et des équipements aéroportuaires. Deuxième mission, mettre en place une politique de développement durable. Troisième mission, améliorer les performances économiques et financières. Quatrième mission, améliorer le trafic aérien et naturellement les services extra-aéroportuaires. Et une 5e mission, hisser la qualité de service au rang des standards internationaux. Lorsque vous interrogez est-ce que vous avez le sentiment que ces missions ont été atteintes? Ces missions ont été accomplies? Je répondrai par la négative. Et maintenant, ce qu'il faut relever,
Ils décident de moderniser les infrastructures, les équipements, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Mais est-ce que cela va vraiment permettre à cet aéroport de se hisser au niveau des autres? Je n'en suis pas sûr. C'est l'objectif. Maintenant, par là où je chute, c'est que, bon, nous avons vu le coût, 95 milliards de francs CFA. Pour nous autres, c'est énorme. Deuxième chose, toujours l'endettement. Parce qu'en réalité, si cette affaire, cette société, les ADC, avait fonctionné dans les règles de l'art, cette société serait capable aujourd'hui de s'autofinancer, c'est-à-dire de financer ce genre d'investissement sur fonds propres. Mais là, on nous amène encore vers un autre endettement auprès de l'Agence française de développement. Vous comprenez? Ça pose un autre problème. Et ça confirme, ou bien ça conforte ceux qui pensent que le Cameroun ne fait que s'engluer dans une position d'économie de surendettement. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Surtout lorsque nous voyons aujourd'hui à quel niveau nous trouvons dans cet endettement, cela nous rend quand même dubitatifs. Merci, cher monsieur, pour ces commentaires sur ce sujet de débrief. Je nous appelle à retrouver le filet de notre discussion tout à l'heure sur la généralisation du faux dans la société camerounaise. Valentin Dior, est-ce que cette affaire de faux décret qui est récente, ce décret porté à l'intention de la télévision publique, de la radio et de la télévision, pour lecture à la CRTI, décret supposé annoncer la nomination d'un vice-président, décret finalement faux, ne nous rappelle pas qu'on a frôlé le fond et que la stabilité institutionnelle du pays est menacée par cette généralisation du faux? Non, je pense que ce qu'il faille plutôt retenir, c'est la qualité avec laquelle les institutions luttent contre la contrefaçon. Et je pense que les éléments sont suffisamment clairs que imaginez un seul instant que les journalistes de la CRTV ne soient pas professionnels. Voilà une barrière. Et au-delà, il y a une batterie d'instruments, des mécanismes qui sont établis pour assainir les différents milieux qui peuvent, dans lesquels peut générer ou peut pousser les comportements de certains de nos compatriotes à la contrefaçon ou aux boissons frélatées, comme nous l'avons si bien dit. Non, on ne peut pas dire que le faux est généralisé. Nous ne sommes pas un pays qui fonctionne sur Mars. Hein. Les organismes internationaux existent. Et je pense qu'il y a c'est toute une toile qui est organisée autour des pays du monde pour lutter contre la contrefaçon, contre la contrebande, contre tout ce qui peut nuire au bon fonctionnement des institutions, à la santé de façon générale. Parce qu'on l'a dit ici, quand nous buvons, nous achetons une boisson frelatée, la conséquence c'est quoi? Ce sont les maladies. Et je pense que le ministère de la Santé, parce qu'il y a plusieurs organismes, je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs structures qui sont mises en place pour veiller à la qualité des normes. Hein, je pense que le professeur, il est là, dans les universités. Aujourd'hui, il est formé, les jeunes Camerounais, dans les domaines de normes et qualité. Je peux me tromper, prof. Je pense que ça existe. Donc, pour dire que, contrairement aux pessimistes, non, il n'y a pas de raison de s'alarmer parce que l'État veille. Professeur Laurent Sipolo, pour Valentin Dior, cette affaire de faux décret présidentiel n'est pas aussi grave que cela. On a frôlé la crise institutionnelle. Et avant d'en arriver à cette affaire du faux décret du 12 juin dernier, il y a qu'on a été habitué dans l'espace public camerounais à des débats où le nœud central était le doute autour de certains actes posés par le président de la République. Des gens se contentent parfois de comparer les signatures pour démontrer que ce texte aurait été signé par lui et que tel autre n'aurait pas été signé par lui parce que les signatures ne se ressemblent pas. Il y a eu ce débat autour des hautes instructions au
point où on se demandait dans l'espace public si il s'agissait des vraies fausses ou des vraies hautes instructions, dont ce qui arrive le 12 juin n'est qu'un climax, n'est-ce pas, d'une situation qui couvait depuis très très longtemps. Vous avez pu observer de l'emprise qu'on retrouve sur les réseaux sociaux des documents estampillés confidentiels, c'est-à-dire des documents qui ne doivent se retrouver ailleurs qu'entre les mains des personnes à qui ils sont destinés. Et donc, que l'on puisse en arriver dans notre société à voir ces documents circuler sur la toile pose un sérieux problème. Il arrive parfois que vous écrivez à un ministre, vous voulez, n'est-ce pas, obtenir un service public, le ministre est la seule personne qui peut prendre la dernière décision. On a parlé tout à l'heure du cas du MINCAF, que quelqu'un vous appelle pour vous parler de la correspondance que vous avez adressée au ministre et vous dise qu'il peut vous aider à résoudre tout ce problème ou à faire résoudre tout ce problème. Vous vous demandez, mais bon sang, et la plupart du temps, ce n'est pas un fonctionnaire du ministère. Eh bien, si ça arrive, cela signifie que l'information est partie du ministère même. Donc, on est entré dans cette esthétique de la légèreté qui fait qu'on a presque plus peur de rien. Et il faut dire, Donald Brice, que l'administration a fait quelque chose, peut-être on peut dire que c'est une option de gouvernance, mais l'opacité justement fait le nid de ces actes dont on ne sait pas si ce sont les véritables responsables qui les ont pris ou si ce n'est pas eux qui les ont pris, parce que si on avait une certaine lisibilité, s'il y avait des communications qui permettaient au commun des mortels, au commun des Camerounais de comprendre comment les décisions se prennent, de comprendre et de savoir ce qui se passe, eh bien, on ne douterait pas, n'est-ce pas, de l'authenticité de certains actes, de certains documents. Je sors en disant, par exemple, qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'administration dans des pays responsables est double. Donc, lorsqu'un ministre a pris un acte, il y a un communiqué, et il y a d'ailleurs un format de communiqué destiné aux réseaux sociaux qui informe les populations que l'acte a été pris, au point où on ne peut pas douter de l'authenticité du document qui circule. Maître Rachid Ledjo, les conséquences de tout cela est grave sur à la fois la sécurité publique, la santé et la stabilité institutionnelle. Justement, ce faux généralisé, c'est vous et moi qui en sommes les victimes. Vous faites le faux, vous. Est-ce que vous comprenez ça? Prenons l'exemple de ce faux gouvernement. Imaginez un temps soit peu que c'était lu. Mais imaginez dans votre tête, dans votre esprit, les différents scénarios. Le président de la République, en court séjour privé en Europe, et dans son dos, sous le sceau du faux, un gouvernement est mis en place. Et vous connaissez la rapidité avec laquelle le gouvernement du RDPC et ses affidés procèdent souvent à ce qu'on appelle les installations, les prises de service. On a lu à 17h qu'à 18h, le premier, je veux dire le vice-président est déjà installé. Et il peut même déclarer vacant le pouvoir. Il faut faire très attention. Laissez-moi faire mes analyses. Laissez-moi faire mes analyses. Laissez-moi faire mes analyses. Alors, dans vos analyses. Vous voyez? C'est-à-dire, on est dans un pays du faux. Vous êtes du haut jusqu'à la base. Vous êtes faussaire. Je vous ai dit, lorsque c'est généralisé, ça devient systémique. Ça veut dire que le système en est responsable, le système RDPC. Parce que lorsqu'un document, on vous dit, porte toutes les caractéristiques du vrai. Mais c'est une chaîne. Et une chaîne bien placée, c'est pas vous et moi du bas étage de Nkoulouloun ou alors de Madagascar. C'est des gens bien tapis dans l'ombre à étudier qui conçoivent le vrai faux. Comment est-ce que ce monsieur a pu traverser tous les pare-feux, c'est-à-dire tous les systèmes de sécurité, jusqu'à arriver dans la salle où il fallait lire? Mais il faut dire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui ne faisait que lui servir d'atout pour ouvrir de la guérite jusqu'à ce niveau-là. Donc, il faut tout simplement dire que le RDPC doit revoir sa copie et savoir que le Cameroun mérite mieux que le faux. Simon Sakaka. Oui, en fait, ce que je veux dire, bon, il n'y a plus du temps, hein, je n'ai plus rien grand-chose à dire. Hein, mais ce que je peux dire pour sortir,
c'est que nous avons atteint la cote d'alerte. Nous avons atteint le summum de l'immoralité publique dans ce pays avec cette affaire de décret. Et la seule chose que je vais dire pour chuter, c'est que je pense que l'occasion est donnée à la justice camerounaise de faire son travail dans les règles de l'art. Il faut que les enquêtes soient diligentées dans les règles de l'art et que les coupables soient punis avec la plus grande rigueur. Là, nous sommes là en matière, j'allais dire, de faux en écriture publique authentique, où les peines vont jusqu'à 20 ans. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que je pense que si nous continuons sur cette lancée, nous allons tout droit à la perdition. C'est pas là que je chute. Merci, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi cette édition d'Equinox Soir qui arrive à son terme. On vous retrouvera demain, vendredi, pour la dernière production de la semaine passée. D'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonne soirée à tous.